Bonjour à tous pour cette visio concernant donc les nouvelles manières de travailler et de recruter. Alors, je vais rapidement me présenter, puis je vous laisserai vous présenter tous les quatre. Je m'appelle Augustin Valero, je dirige un cabinet de conseil en ressources humaines qui s'appelle le Florian Marchand Institute. Et donc, je vais avoir le plaisir d'animer cette table ronde. Je vais laisser la parole à chaque participant rapidement, et puis on passera au sujet de la journée. Peut-être Anne en premier, votre présentation. Bonjour à tous. Moi, je suis coach avec un focus sur l'intelligence émotionnelle. Donc, j'interviens auprès des entreprises, notamment des dirigeants et managers, bien que l'intelligence émotionnelle, ça concerne tout le monde. Et pour dire un mot dessus, on va le voir, en fait, c'est l'intelligence émotionnelle, c'est une métacapacité qui ne s'ajoute pas aux compétences techniques et aux capacités que l'on peut avoir aujourd'hui, mais qui les multiplie, en fait. Et on Très va voir bien. que dans des moments comme on a pu vivre, c'est ce qui nous permet de nous adapter au changement et de faire face à l'incertitude. Et voilà. Très bien, mais on va en parler tout de suite. On passe tout de suite à la présentation de Marine. Oui, bonjour à tous. Donc moi, c'est Marine Calvé. Je suis chargée de mission RH. Donc j'interviens sur différents piliers RH tels que le recrutement, l'intégration, le suivi des collaborateurs. Et je travaille aujourd'hui chez Calliope depuis un peu plus de 2 ans et demi maintenant. Donc Calliope, c'est une agence digitale montpelliéraine. Super. Jean-Marie? Alors, moi, je m'appelle Jean-Marie Dupré. Je suis un ancien DRH. C'est un métier que j'ai exercé pendant 15 ans. Et j'ai cofondé avec des associés Matchers, qui est une start-up montpelliéraine qui permet à des professionnels en activité dans des métiers transverses, support, donc notamment RH, de réaliser des missions en parallèle de leur job. Donc, l'idée sur la dimension RH, c'est de permettre justement à des clients, nos clients, c'est que des petites structures, des TPE, des commerces, des startups, qui souhaitent être accompagnés de manière très pratique par des professionnels en activité qui vont faire ça en parallèle de leur activité principale. Voilà. Super. Stéphane? Oui, bonjour à tous et à toutes. Stéphane Vidal, je suis consultant IT Innovation pour le cabinet Florian Marchand Institute. Moi, je vais parler de 2 cas réels d'intégration pendant cette période compliquée, pendant cette période de Covid, avec plus ou moins de réussite. Et on pourrait échanger sur un échec et une réussite d'intégration. Super. Alors, on va passer tout de suite au cœur du sujet. Donc, les nouvelles manières de travailler et de recruter. Bon, c'est vrai qu'elles s'imposent à nous ces derniers temps. Certaines entreprises avaient déjà les habitudes, les avaient déjà anticipées. Et puis, avec le contexte, le recours au télétravail et le recours donc, au travail à distance s'est multiplié, s'est imposé à certaines entreprises. Ce qui nous intéresse, c'est de voir aujourd'hui comment cette nouvelle forme d'organisation a impacté les entreprises et surtout à modifier les pratiques, en fait, tant sur le plan, bien sûr, du recrutement, que du management, que de l'intégration des collaborateurs, mais aussi en termes de gestion et de nouvelles organisations. On va peut-être passer tout de suite à une question pour Marie Calvé, donc de Calliope. Comment Calliope a justement par rapport à… On sait que les entreprises ont vécu ça d'une manière un petit peu imposée, d'autres un peu moins. Comment est-ce que Calliope a modifié sa façon de travailler, son organisation? Comment est-ce que vous avez challengé votre façon de fonctionner avec vos équipes? Alors effectivement, on a dû tout simplement s'adapter dès le premier confinement. Donc, on a été amené à revoir et rechallenger tous nos process RH, que ce soit sur la partie du recrutement, sur l'intégration et sur l'animation des équipes au quotidien. Donc, on a essayé de maintenir et même d'améliorer nos pratiques. Donc, les recrutements ont été maintenus et le process adapté donc, à distance. Sur l'intégration, idem, on a essayé de rechallenger nos process d'intégration, permettre aux nouveaux collaborateurs qui nous ont rejoint l'entreprise de s'intégrer de la même façon que si on aurait été en présentiel, en leur faisant rencontrer différents interlocuteurs, en organisant des meetings, des cafés visio, des rencontres, en essayant vraiment de recréer cette vie d'entreprise tout en étant à distance. Votre entreprise a combien de collaborateurs aujourd'hui? Alors, Calliope, aujourd'hui, c'est un groupe de 200 collaborateurs répartis sur plusieurs agences et à Montpellier, donc, qui est le siège, on est un peu moins de 100. Donc, un effectif important. Vous aviez déjà des habitudes en matière de télétravail, de gestion à distance, de réunion, des choses comme ça?
Oui, on avait, et ça c'est une des chances, on était déjà tous équipés au niveau du matériel pour télétravailler, donc ça s'est mis en place assez rapidement. Sur le télétravail, on avait effectivement une charte télétravail qui était déjà en place, qui offrait cette possibilité-là aux collaborateurs. L'idée, ça a été de rechallenger cette charte télétravail et la rendre encore plus flexible. Avant le confinement, on était sur 1 jour de télétravail par semaine. Maintenant, on est plus sur 2, 3 jours par semaine. Très bien. Parfait. Alors, on va passer tout de suite à Anne Calvo. Donc, Anne, vous êtes spécialiste dans les thématiques gestion du changement. Vous l'avez déjà un petit peu annoncé tout à l'heure, mais ça veut dire que face à cette nouvelle façon de s'organiser, de travailler, est-ce qu'on doit développer des nouvelles aptitudes? Et aussi, quel est l'impact sur l'aspect humain, en fait, hein, des collaborateurs? Comment est-ce que vous constatez ça et qu'est-ce que vous pouvez nous livrer de ce que vous voyez au quotidien dans les entreprises? En fait, c'est vrai que face à cette situation qui a été soudaine, alors, et de changement, et il y a aussi un autre phénomène qui est cette incertitude et qui perdure maintenant dans ce deuxième confinement. Mais l'essentiel, c'est de gérer nos émotions. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on veut toujours laisser à la porte de l'entreprise et d'ailleurs même à la porte un peu de notre vie privée, alors qu'il faut savoir dans chacune de nos relations et de nos échanges, il y a à la base une émotion. Donc, ces émotions, elles ont été très exacerbées dans le cadre du confinement. Et l'idée était de savoir, et c'est ce que nous apprend l'intelligence émotionnelle, c'était effectivement de savoir aller exprimer ses émotions, oser les ressentir, sachant que chacun pouvait avoir des émotions bien différentes, d'autres prendre le confinement et puis la maladie avec beaucoup de recul, et d'autres être très perturbés par ça. On a pu le voir dans le télétravail aussi, comment s'organiser chez soi. Alors, pour certains, c'est très difficile, effectivement, de passer, on appelle ça passer d'un mode automatique à un mode adaptatif et se dire, tiens, il faut que je reprenne de nouvelles habitudes. Comment je me mets à travailler tout seul, avoir une certaine discipline, persévérance, comment je retrouve mon automotivation. Et donc, c'est comme l'a précisé Marine, effectivement, il fallait mettre en place un relationnel à distance, retrouver aussi toutes ces petites traditions autour de café, de réunions, d'échanges aussi qui sont, enfin, je dirais, de ce qui font la vie d'une entreprise et d'une équipe. Ne pas se sentir lâché, en fait, aussi. Et voilà, donc c'était de part et d'autre de voir comment on peut oser effectivement voilà, de se sentir percevoir à la fois nos émotions et celles des autres et savoir répondre aux besoins des autres et arriver à fédérer aussi autour d'un nouveau projet, à retrouver quand même une émulation. Ça demande aussi beaucoup d'authenticité en fait, d'oser dire qu'à ce moment-là on avait peur, voilà, ou qu'on n'arrivait pas à se débrouiller, ou qu'on n'arrivait pas à s'organiser, et tout ce genre de choses qui peut permettre de retrouver un appui et puis au sein de son équipe et voilà, et trouver des solutions ensemble. Très bien. Alors Jean-Marie, vous, c'est plutôt l'environnement IT startup. Et donc, c'est vrai que c'est pour ces organisations-là, le recrutement est quand même stratégique et essentiel. Donc, comment ces entreprises se sont adaptées à des nouvelles formes de recrutement, puisque forcément, le distanciel devient en partie obligatoire. Qu'est-ce que vous avez constaté en termes de gestion des recrutements à distance, justement, auprès des entreprises que vous suivez, plutôt des startups? Alors, oui, effectivement. Alors, c'est vrai on travaille avec des startups, mais pas exclusivement avec des startups. On travaille aussi pas mal avec des entreprises traditionnelles, voire des commerces. Et donc, déjà, on voit une différence de pratique et de maturité, forcément, sur le distanciel. Parce que des entreprises qui sont dans le numérique plus facilement ont eu cette capacité à basculer sur un recrutement ou un onboarding à distance, et des entreprises plus tradies, peut-être un peu moins. Pour autant, là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une accélération de la maturité pour dire, OK, il y a quand même le besoin, parce que c'est la crise, mais il y a aussi des entreprises qui continuent et qui ont besoin de continuer à recruter, et heureusement. Et on s'est rendu compte que effectivement, ce qui paraissait complètement impensable l'année dernière, aujourd'hui est tout à fait pensable. Si je l'illustre par des exemples qu'on a d'ailleurs répétés, c'est des recrutements qui sont faits totalement à distance, c'est-à-dire
des gens qui ont été recrutés. J'ai au moins 2 exemples de personnes qui ont été recrutées sans jamais avoir rencontré physiquement l'employeur. Mais aussi de l'engagement à distance, c'est-à-dire des gens qui non seulement ont été engagés, ont commencé leur activité, mais vont travailler en quasi-totalité à distance. Nous, on travaille beaucoup, alors évidemment sur la métropole et la région, mais aussi pas mal sur la région parisienne. Et on a notamment du transfert. On a quelqu'un qui travaille depuis Paris pour Montpellier, quelqu'un qui est à Montpellier pour Paris. Enfin, c'est assez, on voit, et pourtant ces mêmes entreprises, c'est garanti, si on s'était situé en 2019, jamais elles se seraient permises d'engager. Alors là, je mêle à la fois du recrutement un peu en dur, si je puis dire, un CDI et un recrutement d'alternants. Et pour autant, on sait que l'alternance, il faut de l'accompagnement et donc ce qui renvoie à d'autres problématiques sur comment piloter, manager à distance, qui est un sujet désormais au cœur de l'entreprise qui veut continuer à recruter, attirer des profils, capitaliser sur sa capacité justement à recruter, onboarder, piloter son activité à distance, tout en préservant l'engagement, la cohésion et d'être capable de manager plutôt à l'objectif que finalement au présentiel. Alors, ce qui est fou, c'est que ça s'applique aussi pour les candidats. Je pense que un grand nombre de candidats ne se seraient jamais engagés à distance sans rencontrer l'entreprise, les équipes, il y a encore quelques mois, et même peut-être même démissionner du poste où on est actuellement pour s'engager avec une entreprise à distance. Donc, c'est vrai que on a passé un cap. C'est vrai qu'on le constate dans pas mal de domaines d'activité. Et ce qui est intéressant, c'est que ça n'a pas freiné justement cette dynamique de recrutement. Stéphane Vidal, moi, ce qui m'intéresse, c'est un peu dans le prolongement de ce qu'on vient de dire avec Jean-Marie. Comment intégrer une personne alors que, justement, on n'a jamais rencontré, qu'on a des habitudes, qu'habituellement, on rencontre les gens physiquement, on met en place des processus d'intégration, en tout cas, plusieurs entreprises le font, mais qui passent toujours par du présentiel. Comment, d'une part, est-ce que les entreprises ont continué à recruter, et d'autre part, en tout cas là on parle des entreprises de manière générale, et d'autre part, qu'avez-vous vu sur les processus d'intégration? Comment est-ce que s'intègrent ces cadres que vous suivez? Alors oui, on va dire les processus de recrutement, les entreprises doivent continuer à livrer. Donc il y a eu encore des recrutements, mais ce que je voulais montrer, c'est deux cas concrets de recrutement et des personnes qui ont été intégrées lors du confinement. Alors le premier cas, c'est une entreprise qui a subi cette situation-là. C'est une petite structure IT. Il n'y avait pas de préparation au sujet de l'intégration d'un nouveau collaborateur. Et tout s'est fait à distance, évidemment, comme la plupart des sociétés, avec des managers peu disponibles, un salarié qui n'a pas été énormément suivi, très peu de points d'avancée. Alors, le client a l'habitude de donner beaucoup d'autonomie au salarié, sans le suivre et le contrôler, et puis il lui demande des livrables sur des échéances à moyen long terme. Et au bout de 3 mois, l'employeur n'a pas considéré que le salarié avait progressé. Il a tout simplement arrêté une période d'essai. Alors, il est conscient de sa responsabilité sur cet échec. Très clairement, il y a eu un manque de communication, un process qui n'a pas été adapté à l'intégration de ces salariés dans ces nouvelles circonstances. L'entreprise sait qu'il faut changer son processus, changer avec un système de parrainage, de référence au sein de l'entreprise. Il faut qu'il y ait un cadre à mettre en place sur cette nouvelle façon de travailler et un suivi lorsqu'on intègre. Donc ça, c'était pour montrer le côté échec. Et on a aussi, et Marie en a parlé, des entreprises qui avaient déjà préparé un système d'intégration avec de l'onboarding, avec un suivi, avec des visios mises en place quasi quotidiennes pour un suivi de l'intégration. Il faut que le salarié se sente appartenir à une équipe, appartenir à une entreprise. Et sur l'évolution de son intégration, on a vu vraiment la différence
avec quelqu'un qui était accompagné sur sa montée en compétences et voilà, une réussite. Et d'un autre côté, voilà, l'entreprise doit maintenant prendre conscience et prendre les devants. Elle doit préparer, s'adapter et elle doit surtout ne pas subir. Hein. C'est vrai que… Ne pas subir, ouais. Et peut-être que le management, surtout à distance, doit être de proximité maintenant. De plus en plus de proximité, alors que on le voit, on a des salariés qui sont pas foncièrement sur la même ville, mais on doit travailler sur des projets communs, donc s'unir encore plus. Donc de proximité, c'est-à-dire des réunions, des contacts beaucoup plus courts, mais plus réguliers en fait, c'est ça? Oui, je pense qu'il faut suivre, surtout quand on intègre de nouvelles ressources, il faut vraiment les suivre. Et on a eu peut-être le mauvais exemple d'un salarié qui a peut-être cru que c'était le Club Med aussi, il était moins suivi. Voilà, c'est un peu le côté qu'on pouvait craindre. Donc, voilà, l'entreprise a son rôle à jouer dans l'intégration et la mise en place d'une charte de télétravail. Hein, Marie en a parlé, pour une intégration réussie. Alors justement, Stéphane, voilà, pour résumer ton propos, ne pas subir les recrutements, ne pas subir les intégrations finalement aussi, quoi. Marine, j'aimerais revenir sur la motivation. Quand on a 5 collaborateurs qui sont pas toujours, qui ont été habitués aussi à une forme de travail, comment est-ce qu'on contrôle que les équipes sont motivées et comment est-ce qu'on les garde motivées? Pour garder ces équipes motivées, je pense qu'il faut entretenir déjà une communication régulière. En tout cas, je sais que de notre côté, ce qui a surtout changé depuis la période de confinement, c'est multiplier les moments de communication, donner de la visibilité. Voilà, redynamiser en fait les échanges. Je pense que c'est important. Et sur le suivi des équipes, nous, on a chez Calliope un dispositif en place qui est le dispositif du tutorat. Ça rejoint aussi l'idée de parrainage que Stéphane évoquait précédemment. Donc, on a vraiment cet accompagnement de proximité des collaborateurs et qui nous permet en fait de savoir déjà comment ils vont, comment ils se sentent. On parle chez nous de météo collaborateur. Est-ce que tu te sens écouté, utile, isolé? Voilà, donc ça permet vraiment d'avoir cet accompagnement de proximité, déceler les alertes quand il y en a et mettre en place les bonnes actions et voilà, rectifier le tir, si je peux le dire comme ça, quoi. Très bien. Anne, vous parliez donc d'intelligence émotionnelle. C'est une aptitude qui, à mon avis, se travaille. Est-ce qu'on peut améliorer son intelligence émotionnelle pour justement être plus à l'aise dans cette nouvelle forme d'organisation? Oui, bien sûr, et heureusement. En fait, on a effectivement la neuroplasticité de notre cerveau nous permet d'acquérir ces compétences-là. Alors, ça demande, comme toute chose, un apprentissage, hein, aussi, une mise en mouvement. Mais bon, si on voit ce dont parle Marine, on voit bien qu'il y a des choses qui sont déjà mises en place, en fait. Moi, je rebondis un peu sur effectivement donc, ce que disaient Marine et Stéphane, c'est-à-dire que quand on est curieusement dans ce monde qui est d'autant plus virtuel, en fait, les relations, là, elles doivent être beaucoup plus approfondies. C'est là où on se rend compte, vous savez, ça fait des années qu'on parle que l'humain est le plus important dans les entreprises, mais en fait, il l'était de fait parce que chacun arrive. Quand on s'intègre dans une entreprise, bon, on regarde un peu comment chacun fait, on fait de la même manière et on apprend des choses comme ça par exemplarité. Là, du coup, quand on est derrière un écran, on est obligé d'aller au fond des choses et de s'exprimer réellement avec authenticité, donc de dire ce qu'on ressent. Et j'ai bien aimé la météo dont parlait Marine, parce que c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on va aller chercher vraiment des relations beaucoup plus profondes. Et donc, il faut oser. Il faut dire, oui, oser, voilà, moi, ce que je ressens, qu'est-ce que vous ressentez, et être prêt à accueillir ces émotions-là des autres. On est toujours gêné par rapport à ça, mais ça s'apprend effectivement, cette empathie et cette capacité à changer, en fait. On se rend bien compte, personne n'aurait imaginé il y a seulement un an, vous l'avez dit, et Jean-Marie l'a précisé, qu'on aurait été capable et que les entreprises auraient été capables de travailler et de s'adapter comme ça. Qui montre bien que l'être humain, pour répondre à votre question, a une capacité d'adaptation et d'apprentissage qui est énorme, en fait. C'est gênant, hein, quand même, hein, ça vous dérange un peu, c'est stressant, ça peut effectivement être, selon chacun d'entre nous, nous perturber un peu. Mais en plus, quand il y a une équipe et qu'il y a une dynamique qui nous permet de mettre une simulation dans tout ça, c'est vrai qu'on arrive à faire des choses qu'on n'aurait jamais imaginé faire il y a seulement 6 mois. Très bien. Jean-Marie, la pratique du recrutement à distance amène des entretiens à distance. Déjà que c'est difficile habituellement
d'être un bon recruteur. Je le sais parce que je fais des recrutements pour le compte d'entreprises aussi. Mais habituellement, le recrutement dans l'entreprise, sauf à avoir une équipe RH, c'est toujours un peu quelque chose d'informel. Comment est-ce qu'aujourd'hui, on arrive à être efficace et ressentir les choses à distance avec un collaborateur, sa motivation, ses réelles compétences, sa personnalité? Quels sont les grands changements que l'on peut observer lorsqu'on fait l'entretien en vidéo? Je dirais que c'est effectivement, on ne peut pas attendre d'être aussi efficace, pertinent, je pense, à distance par rapport à un entretien physique, parce que il y a beaucoup de choses qu'on peut déceler effectivement en rencontrant physiquement les gens, et donc il y a un effet filtre qui joue et qui complique la donne et qui favorise, enfin en tout cas qui renforce l'angoisse aussi du recruteur. C'est clair que parce que son angoisse, elle est liée, elle est double d'ailleurs, elle est liée au recrutement lui-même et puis aussi à la projection de devoir travailler toute partie en télétravail ensuite, parce que c'est une réalité d'aujourd'hui avec des entreprises qui n'ont pas toujours encore cette expérience et cette maturité. Donc, le mieux, à chaque fois que c'est possible, bien sûr, c'est quand même de compléter un entretien visio avec un entretien physique. Et donc ça, on voit que c'est en train de devenir la règle. Ça, je pense que chacun, on est nombreux ici à faire du recrutement. Et là où on aurait facilement organisé des entretiens, et je ne parle pas plus que du confinement, c'est-à-dire que même quand on est en dehors et quand on sera en dehors des périodes de confinement à venir, il y a une règle qui est en train de changer, c'est qu'il y aura toujours, enfin en tout cas la règle générale, ça va être, il y a d'abord un entretien visio et ensuite probablement un autre entretien, parce que c'est rare de recruter une personne sur un seul entretien, un entretien physique. Et nous, on voit effectivement, puisque je l'ai souligné, on constitue un réseau, on a avant tout une communauté de professionnels, notamment dans la partie RH, qui interviennent. Et de plus en plus, les dirigeants, nous, on est avec des petites structures. Donc, c'est parfois leur premier recrutement, c'est même souvent leur premier recrutement. Donc, ce qu'ils veulent, c'est aussi être accompagnés. Et être accompagnés justement parce qu'ils se rendent compte que de choisir seul, d'évaluer seul, de manquer de méthodologie, le manque de méthode de recrutement dans le recrutement est encore plus, comment dire, ressenti, frustrant, un peu paniquant pour les dirigeants lors de leur premier recrutement quand tout se fait à distance. Ça, on le mesure et ça conduit finalement à modifier quelque part l'accompagnement qu'on a vis-à-vis de nos clients, où on est moins en mode prestation et on est plus en mode accompagnement-formation. Stéphane, vous avez connu ça au sein du cabinet, avec un passage du quasiment tout physique au tout virtuel, enfin au tout digital, pardon. Pareil, votre constat par rapport à ce qu'on pouvait ressentir et percevoir d'un candidat, est-ce qu'on perçoit aujourd'hui en vidéo, est-ce qu'il y a un décalage? Est-ce qu'au contraire, avec le temps, on s'améliore? Alors, c'est vrai qu'au début, c'est un peu déstabilisant, hein. On avait l'habitude de rencontrer les candidats et peu faire de visio. On a dû changer, on a dû s'adapter, on a dû apprendre aussi. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, et je rejoins tout à fait, là par exemple, je termine la visio et je vais présenter physiquement un candidat sur les Clignans-Corbières. Donc, les premiers entretiens avec le client se font aussi en visio. C'est une nouveauté aussi. On va shortlister des candidats et on va les présenter physiquement, le ou les candidats sélectionnés. Donc, il a fallu s'adapter, il a fallu retravailler sur, voilà, on n'a plus ce feeling, c'est assez compliqué la visio. Pour les candidats, on a souvent des candidats qui le font avec leur téléphone portable. Oui. La connexion est pas évidente. Voilà, on essaye d'avoir des outils, de proposer des outils, mais rien ne vaut la présentation physique. Et je crois que c'est une phrase de Florian Mentionne qui disait pour un entretien, en fait, au final, c'est le feeling, c'est est-ce que je vais pouvoir boire un café avec cette personne le matin, est-ce que j'ai envie de travailler avec cette personne, et
voilà, l'aspect rencontre physique va jouer sur, sur cette Est-ce que envie tu d'aller vas boire un boire café. un café en faisant un Zoom le matin maintenant, on va dire, c'est ça? Ouais. Voilà, c'est aussi des choses. Ah, Marie, une question par rapport aux nouvelles façons de travailler. Est-ce qu'il y a des métiers, en tout cas des fonctions qui ont changé ces derniers mois? Je pense aux commerciaux qui peut-être avant se déplacer. Est-ce qu'il y a un impact sur les métiers en eux-mêmes? Je pense que les changements se sont surtout faits sur les fonctions support finalement, parce que c'est vrai que chez Calliope, on a des métiers tech, notamment sur le développement web. Donc, finalement, pour eux, enfin, ils avaient l'habitude de fonctionner de façon, à travers le digital. Donc, c'est plutôt sur les fonctions support qu'il y a eu du changement, je pense. D'accord. Anne, on est en train de finaliser, il nous reste encore 4 minutes. Comment est-ce que vous voyez l'avenir du monde du travail, justement, et l'évolution du management, en fait, dans ce nouveau contexte? Vous avez parlé de ces aptitudes-là, mais est-ce que vous avez plutôt un avis positif sur ces nouvelles formes? Est-ce qu'elles vont s'accroître? Est-ce que vous pensez qu'on est dans un mouvement qui s'accélère ou au contraire, on reviendra peu à peu et que tout ça reste assez à les anciennes méthodes de communication? Alors, oui, c'est une question très pertinente parce que, en fait, ça fait quand même quelques années que les soft skills, l'intelligence émotionnelle, on sait qu'on en a besoin en entreprise. Alors après, il y a des formations qui sont faites, effectivement, un peu de coaching, mais ça reste souvent un peu superficiel, en fait. C'est-à-dire qu'il y a l'idée, il y a la volonté, et puis derrière, dans la pratique, on revient à des modes de management assez pyramidal, assez, voilà, je donne, je contrôle, et puis voilà. Donc, et curieusement, à la fois, ce que j'entends d'ailleurs, et on montre bien que c'est très positif et qu'on va dans ce sens-là, et qu'effectivement, le fait d'être passé sur tout digital nous oblige en fait à dépasser un peu notre comportement naturel et aller au-delà de ce que l'on a l'habitude de faire dans les relations. Parce que si on veut vraiment créer de la connexion, pour le coup, à travers du digital, il faut donner plus de soi, quoi, hein. Donc, il faut oser. Et en même temps, c'est la petite limite, c'est que quand on est dans un monde d'incertitude et avec toutes sortes d'inquiétudes ou d'insécurité, mais on a tendance, un peu notre instinct grégaire, de revenir un peu en arrière à ce qu'on sait faire, à ce qui a été fait. Et puis voilà, c'est un peu cet instinct de sécurité. Là, on va rester sur ce qu'on sait faire et on va attendre un petit peu pour aller là-dessus. Et ce qui est pourtant le cas, le moment où justement il faut s'ouvrir le plus possible à ces nouvelles capacités voilà, et les apprendre. Ok, merci. Alors, Jean-Marie, est-ce que les collaborateurs des entreprises que vous suivez ont kiffé cette nouvelle façon de travailler, ces périodes un peu spéciales? Est-ce que les gens, finalement, sont un peu plus heureux aujourd'hui ou on est encore en phase d'apprentissage? Ouais, je pense qu'on est clairement en phase d'apprentissage. Tout le monde, c'est ça qui est intéressant, c'est que il y a aussi bien les entreprises que les salariés aujourd'hui se cherchent encore. C'est-à-dire qu'on voit bien que le cadre n'est pas encore donné. Les grandes entreprises, évidemment, sont un peu plus structurées. Pour les petites, moyennes entreprises, le fait qu'il y a des limites au télétravail, et ils sont évidentes quand il n'y a pas de cadre. Pas de suivi horaire, de l'isolement, du stress, des managers qui peuvent être facilement débordés, du manque de cohésion, travail à deux vitesses, enfin voilà, des outils qui ne sont pas adaptés. Il y a toutes les situations sont possibles et sont rencontrées effectivement dans les entreprises. Et donc, ça génère là aussi, côté employeur, de l'angoisse, du stress, du doute et la recherche d'une meilleure équation. Et je pense que l'équation qui va se trouver au fur et à mesure, c'est euh, le travail individuel versus travail collectif. C'est-à-dire que ce qui peut être individualisé, toutes les tâches qui peuvent être individualisées seront faites à distance, probablement majoritairement dans l'avenir. Et tout ce qui nécessite du temps collaboratif, du temps vraiment collectif, d'échange, sera fait dans l'enceinte de l'entreprise. C'est ça qui est intéressant parce que ça apporte cette flexibilité entre le distanciel, garder le meilleur du distanciel et du présentiel. Mais on voit que, quoi qu'il en soit, cette année 2020, elle a accéléré de manière fulgurante la maturité des entreprises, y compris des plus petites. Certaines qui étaient en phase de réflexion sont passées en phase d'action, celles qui étaient en phase d'action sont passées en phase d'accélération, mais le télétravail fera partie nécessairement du monde de l'entreprise et depuis le recrutement, parce que si on ne sait pas proposer du télétravail dans l'entreprise, on ne saura plus attirer des Bien sûr. professionnels.
Bien sûr. Super, merci. Stéphane, mot de la fin. Pour qu'un collaborateur réussisse, c'est une question de moyens aussi. C'est à l'entreprise de lui donner les moyens, non, j'imagine. Alors, oui, on en a parlé. Et quand j'ai dit, ben voilà, l'entreprise n'a pas suivi le collaborateur, elle a subi cette situation-là, et on se rend compte que ben voilà, l'entreprise doit mettre les moyens humains et surtout, en fait, je pense que c'est la communication. On se retrouve dans des situations où on est tous éloignés, mais il faut énormément communiquer. Et on avait perdu un peu cette communication. Et voilà, le fait de communiquer, de faire des visios, des points réguliers, journaliers avec l'équipe, recentrer l'équipe et recentrer le collaborateur dans une équipe. Et voilà, dans une situation Super. Très bien. Merci. Écoutez, on avait une demi-heure de conférence, donc merci à tous les quatre pour cet échange, pour ce partage de vos expériences. À vrai dire, je ne sais pas comment on fait, Amandine, maintenant pour clôturer. Est-ce que c'est vous qui prenez la main ou pas? Oui, Augustin, tout est prévu. On va passer à la table ronde suivante dans quelques minutes. Ok, super. Voilà, donc moi, je pense qu'on a on a balayé pas mal de situations différentes, celles qui viennent du monde du conseil et du monde de l'entreprise. Pour résumer, il y a le terme communication, ne pas subir. Et j'aime bien cette notion d'intelligence aussi émotionnelle qu'il va falloir maintenant creuser et développer chez les collaborateurs. Eh bien, merci Amandine, merci à toute l'équipe. Et donc, à bientôt pour les prochains ateliers. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Bonne journée.